Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIAE, le monde informatique, sur le futur du travail. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Mallard, qui est donc spécialiste des nouvelles technologies, conférencier, auteur et prospectiviste. Ça tombe bien, parce que nous allons parler de l'évolution de l'environnement de travail. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci de m'accueillir. J'en suis ravi. Vous avez écrit en 2018 un ouvrage qui s'appelle toujours Disruption, l'intelligence artificielle, fin du salariat et humanité augmentée. Et vous annonciez ChatGPT déjà à l'époque. Vous appeliez ça comment? C'était un majordome, c'est ça? Ouais, alors déjà à l'époque, il y a pas mal de gens qui me prenaient pour un fou. Alors il y a une partie des gens qui a complètement compris mon discours, mes raisonnements, mes arguments, qui ont été embarqués et qui ont commencé à utiliser cette information pour se transformer, pour faire des projets, lancer des business. Mais il y a une grande partie qui disait que je racontais n'importe quoi, que c'était faux, que ça n'arriverait jamais. Et en fait, tous ces gens-là, aujourd'hui, tiennent mot pour mot le discours que j'avais à l'époque. À l'époque, on ne parlait pas de ChatGPT, ça ne s'appelait pas comme ça. Moi, je parlais de l'arrivée de l'assistant intelligent unique à notre service qui deviendra notre expert personnel et qui interagira avec d'autres assistants intelligents, ce qu'aujourd'hui on appelle les agents autonomes, et qui va être la suite du software, la suite de l'informatique d'aujourd'hui. La suite de l'informatique. Alors vous disiez aussi que le numérique est en train de tuer le salariat et que c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est de la provocation, Stéphane, là où... Ah non, pas du tout, c'est de l'économie, c'est un cours d'économie. En fait, moi j'interviens beaucoup en entreprise lorsque je donne des conférences sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais surtout son impact sur le futur du travail, notamment le salariat. Et je suis frappé, lorsque j'interroge à la fois le staff, mais aussi les dirigeants, du manque de culture économique. Les gens ne savent pas pourquoi le salariat existe. Quand on leur pose la question, ils pensent que c'est pour des raisons sociales, pour que les gens soient protégés, qu'ils aient l'impression d'être encadrés, etc. Mais pas du tout. Alors pourquoi le salariat existe? Pourquoi, Stéphane? En fait, le salariat est né pour une rentabilité économique supérieure aux travailleurs indépendants. Le salariat, ça a une centaine d'années. En fait, on a mis les gens dans une entreprise parce que c'était plus rentable de les faire collaborer que d'aller contractualiser avec chacun d'entre eux sans être sûr qu'ils allaient livrer, etc. Puis lorsque vous avez besoin de produire à plusieurs, c'est plus rentable de descendre à l'étage du dessous et de collaborer avec votre collègue plutôt qu'encore une fois d'aller chercher des travailleurs indépendants, des artisans, comme on appelait à l'époque. Sauf que toute l'histoire de l'humanité, c'est des travailleurs indépendants, c'est des artisans. Je ne parle pas de l'esclavage, parce que souvent on me demande quand je demande ce qu'il y avait avant le salariat, on me dit l'esclavagisme, mais pas du tout. C'est les artisans, les travailleurs indépendants. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a construit des entreprises avec plein de salariés, et que progressivement, depuis la mondialisation, les entreprises se sont concentrées sur leur cœur de métier et ont externalisé le reste dans des entreprises spécialisées, souvent plus petites. On sous-traite. Voilà, à l'autre bout du monde quand c'est moins cher, parce que les lois sur le travail ou la productivité sont différentes et donc on a des coûts de revient moindres. Et bien, ce qui se passe avec le numérique, c'est qu'on est en train d'inverser toute cette structure de coûts. Ça devient beaucoup plus rentable aujourd'hui, lorsqu'on est compétent, de se mettre à son compte et de récupérer une partie de cette coût de structure qui auparavant était dans l'entreprise. Et vous dénoncez en fait les armées mexicaines ou ce qu'on appelle les Exactement. bullshit jobs dans les entreprises. Vous dites qu'il y a plein de gens, plein de cadres qui ne servent plus à rien dans les entreprises. Alors, effectivement, il y a un gros problème dans le monde du travail aujourd'hui, issu des années 80, notamment dans les grands groupes, c'est qu'on a des armées de cadres. Alors souvent, c'est le stéréotype du cadre en costume-cravate qui va dans sa tour à la défense, qui fait semblant d'assister à des réunions, d'envoyer des mails, mais qui a une productivité quasiment nulle, voire qui détruit de la valeur. Ce mécanisme-là est en train de disparaître parce que ça n'est plus rentable économiquement. Quand vous êtes en concurrence avec des entreprises du monde entier qui font la même chose que vous, mais qui n'ont pas les bullshit jobs, comme les appelait David Graeber, à ce moment-là, vous devez libérer du staff. Mais surtout, vous avez un problème qu'on appelle en économie de sélection adverse. C'est-à-dire que les gens les moins compétents ont intérêt à se cacher dans le salariat, surtout les cadres que j'appelle cadres bullshit, passagers clandestins, pour faire croire qu'ils sont utiles. Et donc ils jouent au théâtre à faire beaucoup de bruit, s'agitent, etc., pour qu'on ne les remarque pas, pour qu'on ait l'impression qu'ils sont utiles. Et les gens les plus compétents, qui ont compris qu'ils étaient une marge pour leur employeur, enfermés dans ces coûts de structure des grands groupes, sortent du salariat pour récupérer cette marge. Et ben, je crois qu'on est en train de vivre ce point de bascule avec les meilleurs qui sortent, qui se mettent à leur compte, et les moins bons qui essaient de se cacher en faisant du théâtre dans le grand groupe. Et en quoi le numérique justement a favorisé cette mutation? Eh bien, en fait, le numérique fait baisser les coûts de structure et surtout, il vous donne des capacités de production directement dans votre poche. C'est-à-dire que dans l'ancien monde, il fallait aller dans une entreprise parce qu'elle vous donnait du capital. Alors au départ, c'était des grosses machines, si on pense à la révolution industrielle. Ensuite, c'était des gros ordinateurs, les mainframes d'IBM, etc. Il fallait aller au bureau pour pouvoir les utiliser. Mais aujourd'hui, avec votre smartphone, Internet, demain, l'intelligence artificielle, les applis gratuites, le cloud, tout ça est commoditisé. Vous avez tout dans votre poche
pour vendre votre force de travail. Mhm. Et du coup, vous pouvez récupérer la marge qu'auparavant l'entreprise faisait sur votre dos. C'est-à-dire que quand on a une expertise, quand on a des spécificités, des capacités, il vaut mieux être indépendant aujourd'hui. Alors, On gagne plus. c'est non seulement lorsque vous avez une expertise, mais en gros, lorsque vous êtes compétent, Mhm. parce que le marché, c'est très libéral comme vision, mais le marché cherche toujours de la compétence pour n'importe quel domaine. Donc on parle d'un plombier, d'un programmeur, d'un dirigeant, d'un consultant, ce que vous voulez. Mais surtout, lorsqu'il y a une demande pour votre job. Mhm. Si vous faites un job et qu'il n'y a plus de demande, que vous essayez de vous cacher dans le salariat, tranquille dans un grand groupe ou à votre compte, ça ne marchera pas. Le marché vous fera disparaître. Par contre, si vous êtes compétent et qu'il y a une demande pour votre job, vous avez intérêt à sortir et à récupérer toute cette marge pour vous-même. Alors, le problème, c'est quand j'ai une expertise. Par exemple, on prenait l'IA, je suis expert dans l'IA, je suis dans ma prod, là, je fais de l'IA toute la journée, comment je peux me vendre? C'est-à-dire qu'il faut bien avoir de multiples compétences pour se vendre sur un marché, aller chercher de nouveaux clients et être dans un cycle je dirais, continu de travail. Alors, c'est une remarque que j'ai souvent. J'ai pas mal de gens qui me disent « Moi, je suis très bon dans ce que je sais faire, IA ou autre, mais je suis incapable de vendre, je ne suis pas un bon commercial, je ne suis pas un bon gestionnaire. » ou j'y connais rien en juridique, en social, en ce que vous voulez. C'est très vrai. J'en suis le premier exemple. Moi, par exemple, je suis conférencier, mais je ne connais absolument rien à la comptabilité ni à l'expertise comptable. Mhm. Bah, c'est très simple. Je vends ma compétence de conférencier et ma comptabilité, je l'externalise. Je contractualise avec un expert comptable. Et ben, vous avez notamment dans l'IT, des gens qui sont très bons en programmation, qui sont incapables de vendre. Et ben, ils contractualisent avec des individus qui sont un peu des commerciaux externalisés qui vont vendre pour eux. On voit naître des binômes ou des petits collectifs. En fait. Exactement. En fait, une entreprise, c'est quoi? C'est des gens qui bossent ensemble, donc chacun complémentaire sur sa compétence, comme ce que je viens de dire. Sauf que le salariat, c'est un contrat dans lequel vous avez un lien de subordination à l'employeur. Vous devez obéir à votre chef et il marche sur votre dos. Et bien, ce qui se passe en ce moment, c'est que les indépendants, ils font la même chose, ils contractualisent entre eux, mais sans lien de subordination. Parce qu'en fait, culturellement, le lien de subordination est en train de disparaître. Les gens ne veulent plus obéir à un chef. Vous demandez à tous les gens dans les grands groupes, ils sont tous en critique massive sur leur patron. Ils disent que leur patron n'est pas légitime, pas compétent, et qu'ils s'en sortiraient mieux tout seuls. Et ben, je leur dis, allez-y, faites-le. Alors dans votre livre, vous disiez aussi, vous continuez à dire que l'IA va détruire de toute façon des emplois, ça va prendre des emplois humains. Ça va un petit peu à l'encontre du discours ambiant. C'est-à-dire un discours ambiant, on dit on va vers plus d'automatisation, d'intelligence, d'apport de l'IA pour automatiser des tâches ingrates, des tâches répétitives. Et au contraire, ça va permettre aux salariés d'aller se tourner vers des tâches à plus de valeur ajoutée, de développer des soft skills, d'aller vers un plus d'épanouissement personnel au travail. Et vous dites c'est du n'importe quoi. Oui, alors là aussi, c'est de l'économie. En fait, il y a beaucoup de démagogie et de manière générale de bullshit sur la technologie et l'intelligence artificielle en ce moment parce que les individus, alors à la fois les entreprises, mais aussi les gens qui vendent des technologies, ont besoin de vendre et ne veulent pas faire peur. Les dirigeants dans les entreprises disent à leurs salariés « l'intelligence artificielle, ça va être génial, ça va augmenter votre productivité. Vous allez passer 30% de moins pour des tâches et donc vous allez pouvoir le consacrer à autre chose. » Mais si on revient à la théorie économique, si vous faites 30% de gain de productivité et que vous pouvez passer les 30%, du coup vous libérer sur autre chose, c'est qu'en réalité vous êtes sous-staffé. C'est ça que ça veut dire. Alors déjà, ce n'est pas le cas de la plupart des entreprises. Donc premièrement, c'est faux. Deuxièmement, si vous faites 30% de gain de productivité, ce que ça veut dire, c'est que vous avez intérêt à avoir 30% de demande supplémentaire sur vos produits ou services, sur ce que vous vendez. Il faut faire de la croissance. Exactement. Ça veut dire que vous devez avoir la même proportion de croissance en face, sinon ça veut dire que vous allez licencier du staff. Ça, c'est le premier argument. Deuxièmement, on entend très souvent l'intelligence artificielle va vous décharger des tâches rébarbatives pour que vous puissiez vous concentrer sur la valeur ajoutée, sur ce qui a le plus de valeur ajoutée. Ça, c'est totalement l'inverse en fait, l'IA. Automatiser des tâches, c'est ce que fait l'informatique depuis toujours, les tâches rébarbatives, redondantes, etc. Cette fois-ci, avec l'IA, c'est différent. Ce n'est pas les tâches rébarbatives qu'on automatise, c'est celles qui ont le plus de valeur ajoutée. C'est beaucoup plus rentable d'automatiser les métiers qui ont le plus de valeur ajoutée que ceux qui en ont moins et sur lesquels on peut employer des gens qui ne coûtent pas très cher à l'heure et qui vont être beaucoup plus rentables que de mettre de l'IA. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que l'IA, elle va s'attaquer à ce qui a le plus de valeur ajoutée et de complexe pour que les individus puissent se concentrer sur peut-être l'humain, les interactions humaines, enfin les capacités humaines dans le business. Mais surtout, ce qu'il faut dire, et qui n'est vraiment pas de la démagogie cette fois, c'est que c'est peut-être pas là où il y aura le plus de valeur ajoutée. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Mais ça, les dirigeants ne peuvent pas le dire et les vendeurs de technologies non plus. C'est-à-dire qu'on va vers des IA un peu destructrices d'emplois. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut accompagner le changement qu'on parle d'accompagner, de se réorganiser, de repenser l'entreprise, de s'opposer? Enfin, en France, on dit oh là là, il faut se poser. C'est-à-dire qu'il faut mettre en pause, il faut faire un comité. On est beaucoup sur les comités tendus. Comité, rapport, machin. Rapport, et de dire oh là là, il est urgent d'attendre et de se poser. Quelle est votre position là-dessus? Alors, il y a deux écoles sur l'impact de l'IA sur l'emploi. Vous avez plutôt des économistes qui vous disent c'est schumpeterien. On va être comme toujours, on va détruire des jobs, mais on va en recréer d'autres dans de nouveaux secteurs, comme la révolution industrielle, comme l'arrivée de l'informatique. Bref, on déplace la valeur. Et de l'autre côté, vous avez plutôt des entrepreneurs, des gens comme Elon Musk, des gens comme Sam Altman, qui l'a déclaré récemment, qui disent non, non, cette fois-ci c'est différent. Comme on s'attaque à la dernière spécificité de l'homme au travail, qui est son intelligence, cette fois-ci on risque d'avoir une destruction nette d'emplois, mais avec une création massive de valeur en face. Vous savez, l'économie, encore une fois, c'est toujours de l'économie tout ça. Dans une économie, pour créer de la richesse, vous avez du capital, des machines, des outils logiciels, et du travail, des humains qui font fonctionner tout ça. Ben, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train de pondérer massivement le capital et en train de dépondérer l'humain. En fait, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on devient une civilisation mature où le travail humain n'est plus la norme. On va faire travailler les machines à notre place. Et ça veut dire que ça devient un problème politique et qu'il va falloir protéger les individus, peut-être avec une forme de revenu universel ou autre, lorsqu'on aura des licenciements massifs partout. C'est-à-dire qu'il faut repenser, là vous êtes une position où il faut repenser la société. Totalement. Là vous faites un constat, après c'est la décision, elle sera dans le monde politique. Oui. C'est-à-dire que, parce qu'on aura des laissés pour compte, là, on aura des gens qui sont sur le bord de la route, qui ne pourront pas justement devenir indépendants et avoir de se développer dans ce nouveau monde. Absolument. Alors le problème, si vous voulez, c'est que si on entre dans un monde où c'est les machines et les algorithmes qui créent la valeur pour les humains, pour pouvoir récupérer cette valeur, il faut qu'on possède le capital. Autrement dit, si vous êtes actionnaire d'OpenAI et que c'est OpenAI qui fait tout le boulot demain, c'est très bien, vous pouvez redistribuer les dividendes sur une population et vous en servir comme revenu universel. Mais si vous ne possédez pas le capital, comme c'est le cas de la France ou des pays européens en général, vous deviendrez pauvre. C'est ça que ça veut dire. Il y a un enjeu de souveraineté là, terrible, hein. Enfin, de maîtrise. Mais encore une fois, ça c'est des questions politiques, c'est du réalisme politique très simple à comprendre. C'est que si vous n'avez pas le pouvoir, si vous n'avez pas le rapport de force politiquement, vous faites écraser, vous n'existez plus. Si vous n'avez pas le capital, si vous n'êtes pas propriétaire de ces technologies les plus avancées au monde, vous êtes mort. Et si vous voulez, ce qui est très grave en Europe et en particulier en France, c'est que pour préparer ce nouveau monde, il aurait fallu qu'on développe le capital humain des populations, donc leur éducation, parce que c'est ce qui donne des gains de productivité et qui vous permet de créer ce genre de technologie très avancée aujourd'hui, quelques générations, quelques dizaines d'années plus tard. Comme on a sous-éduqué les populations, il suffit de voir qu'on est en chute libre de tous les classements en matière d'éducation, pas que, mais ça empêche justement d'aller sur ces nouveaux sujets et ça vous condamne à être parmi les déclassés. Il est trop tard ou on peut encore agir? Le mouvement est lancé, c'est trop tard? Alors, c'est jamais trop tard. Le problème, c'est que vous voyez l'impact 1 à 2 générations plus tard. Si vous voulez, vous regardez Singapour dans les années 70, qui partait de très loin, vous regardez 2 générations plus tard, ils font partie des meilleurs au monde parce qu'ils ont mis le paquet sur le capital humain. C'est vous savez, on a un grand débat en ce moment en France, c'est de la politique, hein, où on a dit on a fait l'erreur de désindustrialiser la France. Moi, je le vois pas du tout. Tous les jours. Moi, je ne le crois pas du tout. En fait, quand on est économiste, c'est quelque chose qui est très bien compris. C'est que vous pouvez décider de désindustrialiser votre pays à condition de déplacer la valeur ajoutée de votre pays sur autre chose. L'idée, c'était de dire on va faire du service à très haute valeur ajoutée. C'est Ricardo en économie, vous vous spécialisez sur ce qui a le plus de valeur ajoutée. Vous laissez l'industrie aux pays en développement, qui est très bien, et vous allez sur les services à haute valeur ajoutée. Sauf que pour faire ça... C'était le modèle d'un Alcatel qui avait dit l'entreprise sans usine, exactement. On enlève les usines, mais on se concentre sur la recherche et le développement. C'est très bien, sauf que pour faire ça, il faut mettre les investissements massifs sur le capital humain, l'éducation. Vous ne pouvez pas avoir de haute valeur ajoutée si vous n'avez pas une population éduquée. Donc si vous désindustrialisez et vous n'éduquez pas votre population, vous chutez partout. Vous êtes perdant sur tous les tableaux. Alors je suis DSI aujourd'hui ou dirigeant d'entreprise d'un grand groupe. Comment appréhender cette mutation? Vous parliez de disruption tout à l'heure. Est-ce qu'il faut que je fasse appel à un cabinet de conseil justement pour me guider? Moi j'ai un regard assez critique sur les cabinets de conseil parce que, déjà je suis passé par un cabinet de conseil et puis ensuite quand j'ai travaillé dans la finance, j'ai vu les cabinets de conseil venir et je crois que ce ne sont plus du tout les interlocuteurs à privilégier. Si vous voulez, je suis très libéral sur ces sujets, je pense que la compétence, la légitimité vient de l'expérience et du track record et pour ces sujets-là,
c'est plutôt les entrepreneurs qui sont confrontés au marché et qui ont fait la preuve de leur compétence, de leur légitimité, de leur efficacité, plutôt que des cabinets de conseil. Le modèle des cabinets de conseil, à mon avis, est en train de mourir parce qu'il y a eu beaucoup d'abus ces dernières années. Vous savez, il y a eu des grands cabinets de conseil qui ont vendu des juniors en faisant croire qu'ils maîtrisaient les sujets, alors qu'en réalité, le but d'un cabinet de conseil, c'est de faire acheter par le client, et ensuite on essaie de trouver une solution pour le vendre parce qu'on ne sait pas faire. C'est pour ça qu'on recrute massivement, on fait des partenariats avec des experts, etc. Mais de plus en plus, les entreprises se rendent compte que, d'abord, les cabinets de conseil ne savent pas, ne comprennent pas le monde dans lequel on est. Si on parle d'intelligence artificielle, par exemple, vous pouvez voir que la plupart des cabinets de conseil dans le monde entier ont été très en retard sur ces sujets. Ils ne l'ont pas vu venir, alors que des entrepreneurs suivaient ce sujet-là depuis très longtemps. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les cabinets de conseil, en réalité, font quasiment plus de conseils. Les cabinets de conseil, aujourd'hui, ils font soit du portage salarial, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre des consultants. Les salariés, ils vendent de l'humain. Les salariés sont tellement désengagés dans les boîtes qu'ils sont obligés de faire appel à l'externe, et donc les cabinets de conseil souvent vous mettent des consultants en interne qui font un job de chef de projet ou autre. C'est du portage salarial. Deuxièmement, les cabinets de conseil font du transfert de légitimité, de responsabilité. Comme le patron ne peut pas annoncer une décision difficile, il va dire c'est le cabinet de conseil qui a fait un rapport qui nous a dit que, donc on exécute. Moi, je serais actionnaire de ce genre de boîte, je ne serais pas très content que le patron ne prenne pas ses responsabilités là-dessus. Et dernièrement, il reste encore un tout petit peu de conseils, où ils vont justement conseiller les dirigeants sur ce que l'entreprise doit faire, comment elle doit se positionner stratégiquement. Mais là, c'est pareil. Moi, je serais très, très, très inquiet en tant qu'actionnaire. Si on a un dirigeant qui n'est pas capable d'avoir une vision et qui doit faire appel à un cabinet de conseil pour lui dire quoi faire, c'est qu'il n'est pas à sa place. Rappelez-vous ce que disait Steve Jobs. C'était totalement interdit, les consultants chez Apple. Ils disaient, ces gens-là, ils sont ni légitimes ni compétents, et surtout, c'est l'entrepreneur, le visionnaire. C'est lui que l'actionnaire soutient. Donc je pense qu'on est en train de faire ce ménage-là et qu'on vit le début de la fin des cabinets de conseil. Et dernièrement, si vous me permettez, dernier point, c'est qu'on est en train de vivre un changement culturel dans les cabinets de conseil. Alors ça, c'est un tabou absolu. Les cabinets de conseil détestent qu'on en parle publiquement. Parlez-en. C'est que depuis les années 80 jusqu'à à peu près les années 2010, 2010 grosso modo, c'était extrêmement prestigieux d'aller travailler dans un cabinet de conseil. C'était très bien vu d'être consultant. C'était un vrai statut social. On associait ça à de l'intelligence, du prestige, du chic, toutes ces choses-là. Et surtout, lorsque vous alliez dans les écoles de commerce, les meilleurs, les meilleurs de ces écoles de commerce se battaient pour entrer dans les cabinets de conseil. Ils allaient aussi dans les banques d'investissement. Et aujourd'hui, on voit que c'est terminé. Les meilleurs, ils veulent soit être entrepreneurs, soit se mettre à leur compte, solopreneurs aujourd'hui, parce que le coût du capital, comme je disais, est très bas, soit lancer des business, soit aller dans des boîtes de tech, des startups, etc. Et qui reste? Ce que j'appelle les brillants trouillards, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont des beaux diplômes, qui ont plutôt une bonne culture, assez intelligents, etc., mais qui ne prennent aucun risque. Alors que pour imaginer le monde de demain, il faut désobéir intellectuellement. C'est l'inverse des consultants. Les consultants, c'est des gens qui obéissent, qui sont très process, très régularité. C'est pour ça que je pense que ce monde du consulting est en train de s'effacer face à la tech. Alors si on reprend votre pensée là sur la fin du monde corporate tel qu'il existe, la fin de l'entreprise telle qu'elle existe, et on va tous vers être des individualités, en fait, on sera tous freelance, c'est le futur du travail, c'est ça? Alors oui, j'aime pas trop le mot freelance, parce que quand on parle de freelance, on associe ça souvent à des faibles rémunérations, des gens qui galèrent, qui sont un peu précaires, alors que c'est plus du tout le cas. Moi je peux vous citer des exemples de freelance, donc de travailleurs indépendants qui contractualisent avec des grosses boîtes et qui facturent plus de 40 000 euros, 50 000 euros par mois pour des missions longue durée, 2 ans, 3 ans. Et les entreprises en question sont très contentes parce que c'est le seul moyen de travailler avec ces profils-là. Mais surtout, pour faire le lien avec ce qu'on disait sur les cabinets de conseil, c'est que la notion d'entreprise, avec la marque qui lui est associée, est aussi en train de s'estomper. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple des cabinets de conseil, dans l'ancien monde, vous aviez besoin de rentrer dans un cabinet de conseil pour vendre votre compétence qui allait vous mettre chez un client et vous permettre C'est pas l'individu qui était vendu, c'était la marque. C'était la marque. Le cabinet absolument. ou même dans d'autres entreprises, on achète une marque. Alors qu'aujourd'hui, le cerveau brillant qui sort d'HEC, il peut se mettre directement sur le marché et vendre sa compétence de consultant directement à une entreprise et récupérer la marge que faisait le cabinet de conseil. Ça, c'est un sujet qui terrifie les cabinets de conseil. C'est que vous avez des jeunes qui veulent être consultants, qui veulent aider les entreprises à avancer sur leurs projets, mais qui disent au cabinet de conseil « No way, je me mets sur le marché et je récupère la marge ». Il n'y a plus besoin en fait d'un titre, d'un gros nom qui vous... Mais c'est pareil pour tous les sujets. Vous êtes un journaliste brillant, vous n'avez plus besoin d'être dans un grand quotidien
pour légitimer votre signature. Si vous êtes pertinent, structuré, le marché va venir vous reconnaître et vous suivre. Et quel est le poids du collectif? Alors du coup, le collectif devient, je dirais, virtuel, c'est-à-dire que dans une entreprise, vous avez des pluridisciplinarités, Oui. des compétences, vous pouvez avoir une force collective. Et du coup, cette force collective se déporte de manière virtuelle sur des plateformes virtuelles de compétences qu'on parlait de collectif tout à l'heure. Non, au contraire, je pense qu'elle se recrée de manière beaucoup plus efficace en dehors du lien de salariat. C'est-à-dire que vous avez raison, au départ, une entreprise, c'est un collectif d'individus avec des compétences complémentaires qui avancent ensemble sur des projets. Et bien, imaginez la même chose en dehors. Moi, je connais énormément de travailleurs indépendants qui travaillent en petits essaims de travailleurs indépendants, chacun sur sa compétence, donc comme une petite entreprise, mais sans le lien de subordination. Ils avancent groupés ensemble pour un client. Soit dans l'événementiel, on a ça dans les RH maintenant, on commence à avoir ça dans le juridique, dans la tech depuis très longtemps, mais qui délivrent toujours de la valeur ajoutée, mais sans le lien de subordination au chef. Et du coup, ils sont largement meilleurs que les salariés, puisqu'ils récupèrent une partie de la valeur ajoutée qu'auparavant l'entreprise avait, et du coup, ils sont beaucoup plus incentivés à délivrer de la qualité. Et donc, ça fait un filtre naturel. Les entreprises qui veulent les meilleurs sont obligées de contractualiser avec les indépendants. Alors là, le constat que vous faites en 2018, vous annonciez l'arrivée de ChatGPT, la fin du salarié classique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous annoncez? Qu'est-ce que vous planchez sur quoi, là, Stéphane? Plusieurs choses. Moi, je pense qu'il y a une grosse confusion en ce moment sur l'intelligence artificielle. On le voit avec des philosophes qui commencent à écrire sur ces sujets, où tout le monde mélange intelligence, qui est étymologiquement la capacité à faire des liens entre les choses, avec conscience. Il y a des livres en ce moment qui sortent qui vous disent que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, alors qu'en fait, ils ont confondu avec la conscience. Ce dont on se rend compte en fait avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a plein de tâches cognitives qu'on appelle intelligence qui n'ont pas besoin de conscience, qui sont des automatismes mathématiques très poussés, avec de la combinatoire, des probabilités, qui vous servent à faire des tâches qu'on disait relever de l'intelligence, mais qui ne nécessitent pas de conscience. C'est probablement le cas du langage. Je crois que l'étape d'après, ça va être la conscience artificielle. La conscience, vous savez, c'est quelque chose qui émerge assez tard dans le vivant. Et je crois que l'étape d'après, puisqu'on modélise en fait tout ce qui arrive dans le vivant avec les algorithmes aujourd'hui dans la tech, on ira sur la conscience artificielle. Et vous pouvez l'illustrer, ça? C'est-à-dire qu'on parle de conscience artificielle, c'est quoi? Alors, la conscience... C'est la pensée? C'est deux choses. Ouais. C'est d'abord la réflexivité, c'est se voir différent du monde. Chez les enfants, ça arrive vers 1 an et demi. Avant, ils pensent qu'ils sont leur mère, et ensuite, ils se voient différents du monde. Et c'est surtout un espèce d'espace virtuel que vous avez dans l'esprit, qui vous crée un film intérieur, dans lequel vous pouvez répéter vos décisions avant de les jouer en vrai. La conscience, c'est comme tout ce qui est dans le vivant, ça maximise votre survie. C'est du jumeau numérique interne. Oui, voilà, c'est un espace de travail intérieur qui vous fait, entre guillemets, évaluer vos choix, vos décisions, vos actions avant de les jouer dans le monde réel pour maximiser votre survie. Et je crois que dans les prochaines années, on aura des algorithmes de conscience artificielle, un petit peu comme ce qu'on voit dans les films de science-fiction, comme les robots dans Star Wars. Attention, c'est de l'artificiel. Moi, je suis frappé de voir que dès qu'on parle de concepts qui existent dans le vivant et qu'on en parle, qu'on explique, qu'on fait le parallèle avec l'artificiel, les gens vous disent « ce ne sera jamais comme nous », etc. Bah oui, c'est évident, c'est de l'artificiel, c'est pas du naturel, ça n'émerge pas du biologique, c'est dans du silicium, c'est pas dans du carbone, c'est différent. Mais qu'est-ce qui restera pour l'humain? Parce que dans votre pensée, dans votre discours, vous dites nous sommes tous des algorithmes, oui. Tout est data. Oui. Alors du coup, même les sentiments sont des data, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, on dit le hasard des rencontres, le hasard des sentiments, même ça c'est de la data. Donc en fait, qu'est-ce qui restera pour l'humain? Alors, à court terme, il restera les émotions où les machines vont prendre un certain temps, vont nous rattraper, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être que demain, on aura des machines avec des émotions artificielles avec lesquelles on interagira. Mais à court terme, oui, il restera les qualités proprement humaines. À long terme, évidemment, on interagira avec des machines qui auront des émotions artificielles, de la conscience artificielle, et peut-être que finalement, l'humain ne sera qu'un algorithme parmi tous ces algorithmes que le vivant a créés et que l'artificiel aura créés. Mais l'idée, oui, effectivement, c'est de se poser des questions philosophiques. Qui est-ce que nous sommes? Parce que votre vision, si on prend une vision positive sur cette projection, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers de l'automatisation et de l'IA et l'entreprise, l'IA où les machines vont interagir toutes seules, donc vont travailler à notre place, grosso modo. Donc vers quoi va se porter l'humain? Quel est le destin de l'humanité? Alors déjà, il faut rappeler quand même que l'humain à l'échelle du vivant, c'est pas grand-chose. On arrive assez tard dans l'échelle de l'évolution et surtout, comme tous les processus vivants, c'est dynamique. Ça n'est pas figé l'humain. Il y en a qui vous disent que l'homme est arrivé il y a 10 000 ans, d'autres 40 000 ans, d'autres 200 000 ans, selon ses caractéristiques. Ce qui est sûr, c'est que le vivant va nous faire évoluer.
Et vous avez deux écoles là-dessus. Hein. Vous avez les biologistes qui disent on va continuer à être de la biologie en interaction avec de l'évolution par essai et erreur qui va nous transformer naturellement. Et puis vous avez les transhumanistes de la Silicon Valley qui vous disent non, si on veut continuer à évoluer et à être en phase avec les évolutions technologiques, il va falloir qu'on devienne nous-mêmes une machine, en incorporant, comme le dit Elon Musk, des puces à l'intérieur de nous, etc. Moi, je suis plutôt de cette école-là. Je pense qu'on n'aura pas le choix et qu'on le voudra, parce que si on part du principe que l'humain évolue parce qu'il maximise ses capacités d'adaptation, de survie, d'évolution, on n'aura pas le choix que de devenir nous-mêmes des machines, puisque c'est ce qui maximisera notre survie. Alors les cycles s'accélèrent, c'est terrible ce que vous nous annoncez, c'est-à-dire que là il faut s'y préparer maintenant, on est sur une projection de vraiment de long terme où ça s'accélère, ça s'enchaîne et que là... Moi je pense qu'on vit une explosion, une accélération dans l'évolution à la fois du vivant, de la compréhension de la nature de la réalité, de la connaissance, de toute la compréhension du monde. Il suffit de voir les algos en ce moment qui commencent à faire des découvertes et des démonstrations mathématiques qu'on commence à utiliser en physique pour, pareil, comprendre le monde. Et donc je pense qu'on est en train de basculer dans une nouvelle étape scientifique où c'est non plus les humains qui vont essayer d'expliquer le monde comme les scientifiques le faisaient, avec des raisonnements, avec des données, avec des observations, mais où les algorithmes vont décrypter le monde pour nous à un tel point qu'ils vont être capables de le comprendre et que nous-mêmes, nous ne le comprendrons plus. Ce que je vous suis bien, en fait, pour comprendre l'avenir, anticiper l'avenir, il faut lire les anciens bouquins de science-fiction qui étaient sur le marché, quoi. Absolument. En fait, ce que je dis, c'est pour ça que j'attaque beaucoup les cabinets de conseil en ce moment. Je dis aux entreprises, mais si vous voulez savoir ce qui va se passer demain, arrêtez d'appeler des cabinets de conseil. Ils n'en savent rien, ils n'ont jamais fait la preuve de ça. Rappelez-vous ce que dit Steve Jobs. Par contre, ceux qui ont tout dit, tout écrit depuis la nuit des temps, c'est les auteurs d'anticipation. Vous lisez Philippe K. Dick, tout est dedans. C'est les auteurs, les grands auteurs de romans. Moi, j'aime beaucoup Balzac parce que sur le comportement des humains, il y a tout. Par exemple, on retrouve les personnages de Balzac aujourd'hui et on sait comment ils vont se comporter. Mais surtout, donc les grands auteurs et surtout les entrepreneurs de génie. Encore une fois, je ne connais pas Xavier Niel, mais il suffit de voir ce qu'il a fait pour comprendre qu'il a eu plus d'impact que n'importe quel politique ou cabinet de conseil sur notre pouvoir d'achat, sur nos vies, etc. Un Jeff Bezos, pareil, il a eu beaucoup plus d'impact sur le pouvoir d'achat des gens avec Amazon que n'importe quel politique ou cabinet de conseil, par exemple. C'est ces gens-là qu'il faut écouter. Il faut renverser le monde corporate. C'est les gens qui prennent des risques, qui ont du skin in the game, comme on dit, qu'il faut écouter, et non plus les cabinets de conseil, ni les politiques. Très bien, merci Stéphane. En fait, vous nous avez permis de porter la science-fiction dans le monde du réel, parce que c'est palpable, hein, on est en train de sentir cette mutation. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Et nous, on se donne rendez-vous pour la suite de ce grand thème CIO, le monde informatique, sur le futur du travail, au-delà du digital workspace, la transformation de la société.